Ça doit faire quoi? 4 ans qu'on est sur YouTube? Ça fait pas si longtemps que ça, hein. On a vécu pas mal de choses, que ce soit en tant que spectateur ou en tant que youtubeur. Et je t'avoue que je pensais pas que ça allait nous mener aussi loin, que ça allait autant nous influencer. On a fait pas mal de rencontres, des très bonnes et quelques mauvaises, mais elles restent assez rares. Et on a vachement appris sur nous-mêmes. Parfois nos dépens, ouais. Le truc, c'est que sur cette plateforme, t'as l'impression d'être dans une secte, style endoctriné par cette fameuse barre de like, par le nombre de commentaires et les abonnés. Il faut pas trop s'y focaliser, parce que sinon, tu risques de plonger dans une dépendance maladive. Et il est tombé en plein dedans, fin 2016. Il a vraiment eu du mal à s'en remettre. Je sais pas. Manque de confiance en soi? Jalousie? Perfectionnisme? Je pourrais pas te le dire. Il est trop compliqué. Oui, évidemment, cette fameuse barre de like peut révéler une erreur. Mais le problème, c'est que cette erreur, on l'a déjà faite. Et malgré la pause qu'il a voulu faire, et ce renouveau avec Dual Screen, on a refait 2 fois la même erreur. Je sais ce que tu vas me dire, qu'on apprend plus des mauvais films que des bons, ou des mauvaises vidéos par rapport aux bonnes, et c'est normal. Parce qu'on grandit et on évolue avec nos erreurs. Ce ne sont que des étapes. Mais lui, il s'y focalise trop. C'est beaucoup plus difficile pour lui. Il faut qu'il grandisse et qu'il évolue. En fait, je crois que je suis un fardeau pour lui. S'il veut être meilleur, il faut que je m'en aille. Sherlock Holmes est une icône de la pop culture. Sir Arthur Conan Doyle a réussi à créer un personnage qui est devenu intemporel aux yeux du public, et également la cible privilégiée de tous les supports artistiques. L'adaptation qu'on retient le plus est celle de 1984, mais mon cœur chavire pour l'adaptation de Miyazaki. Rien qu'avec le générique, tellement poétique et magnifique, c'est un chef-d'œuvre incontournable. À notre époque, ce sont les frasques de Sherlock Holmes au cinéma qui ont retenu l'attention du public, en particulier celle de Guy Ritchie avec Robert Downey Jr. On retrouve l'excentricité et les particularités du détective autour d'un film d'action frénétique et intense. Des blockbusters bien cool. Mais ce qui a surtout retenu l'attention des spectateurs, ce sont les adaptations télévisuelles des années 2010. La première, du nom de Sherlock, portée à l'écran par Benedict Cumberbatch, a été faite par les créateurs britanniques de la nouvelle génération du Doctor Who. Sa petite sœur, ayant débarqué un an après, avec le nom d'Elementary, est portée à l'écran par Johnny Lee Miller. Elle a été réalisée par les créateurs américains de la série Medium. Sur le papier, on a des équipes de choc. Les 2 séries suivent la nouvelle mode de la réactualisation moderne d'œuvres légendaires, mais elles partent sur un postulat différent afin d'apporter une nouvelle dynamique. En fait, la distinction se fait essentiellement sur le support d'origine et savoir comment l'œuvre a été adaptée. Sherlock repose sur une grande fidélité qui ouvre sur de nouveaux enjeux. On commence la série sur Watson qui rentre de la guerre et qui va se mettre en colocation avec Sherlock, comme dans les nouvelles. Les épisodes sont des retranscriptions modernes des célèbres nouvelles de Sherlock et suivront presque scrupuleusement les lignes narratives, avec des ouvertures nouvelles, surtout dans la saison 3 et 4. De l'autre côté, Elementary prend le parti pris de tout chambouler, pour offrir une adaptation libre en gardant Sherlock Holmes au centre de cette nouvelle histoire. Ce dernier a dû se rapatrier aux États-Unis à cause de son addiction pour les drogues. Il se fait suivre par le docteur Watson qui sera sa tutrice, et afin de reprendre pied, Sherlock deviendra consultant pour la police de New York. Une série aux enjeux différents avec pas mal de changements au niveau des personnages. Au final, on pourrait se sentir satisfait de ce postulat de départ, avec une série très fidèle et une autre qui tente d'apporter un vent de fraîcheur. Les 2 séries pourraient se compléter. Mais ce n'est pas si simple. Bien au contraire, quand on adapte une saga légendaire à la télévision ou au cinéma, il n'y a pas que la fidélité scénaristique qui rentre en jeu. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui doivent être pris en compte, dont la réalisation, et je vais bien m'attarder là-dessus. C'est un des arguments qui me fait tiquer quand on me parle de ces 2 séries.
car Elementary est en fait bloqué par son format dit de procedural drama. Chaque épisode de 40 minutes traite d'une enquête policière différente, et la série suit un fil rouge narratif qui est au second plan et reviendra pour les fins de saison. Un format ultra classique, déjà vu et surtout redondant. Ce format gravite autour d'un personnage principal unique, intriguant et excentrique qui sera au contact de personnages secondaires plus normaux. Et ce héros excentrique va les aider au cours d'enquêtes policières. Tout repose sur les mêmes codes narratifs et visuels. On a vu ça plein de fois et c'est bien énervant. Lucifer, Blacklist, Gotham, Castle, Unforgettable et plein d'autres encore, il y a un manque cruel d'originalité. Et surtout, un manque de prise de risque. J'irai même plus loin en parlant de gâchis en prenant l'exemple de Lucifer. Seigneur des enfers, il va sur Terre pour tenir un nightclub et surveiller les humains, mais il va s'amouracher d'une enquêtrice et l'aider à résoudre des affaires. Je trouve qu'il y a un potentiel de dingue avec ce personnage, mais il se cantonne encore à faire un serial policier. Après, l'intrigue a évolué, comme Gotham. Mais on a toujours des éléments qui viennent gâcher le tout, et Elementary en est victime. Cette série aurait dû prendre le format 52 minutes, comme Hannibal, Dexter ou True Detective, parce qu'on sent clairement que les créateurs ont voulu surfer sur le succès de ses cousines en prenant un duo d'enquêteurs hommes-femmes pour mieux attirer le public, sans apporter la moindre nouveauté. Et oui, toutes ces séries seriales ont un énorme point commun, leur réalisation. Même gestion du cadre avec aucune réelle recherche artistique, les transitions qui sont toujours les mêmes avec ce fond noir brutal, la musique omniprésente et qui a presque les mêmes notes, les flashbacks qui sont assez ressemblants, Elementary n'a rien d'original. Sa réal se veut très explicative, mais jamais évasive. En gros, on ne montre presque rien par l'image et on explique tout par les dialogues. C'est loin d'être immersif, et ça rend le spectateur comme un simple observateur passif. Il sera pas dépaysé avec cette série, vu qu'elle ressemble à toutes les autres, et surtout, il sera pas perdu. Pour résumer ce que j'avance, Elementary, c'est propre, efficace, divertissant, rien de plus. Ce n'est pas une mauvaise chose, qu'on soit d'accord, c'est surtout le principe même du cinéma, et j'aime bien les films divertissants. Surtout ceux-là. Mais quand on va pas au-delà de ce phénomène, et qu'on n'arrive pas à proposer autre chose sur la durée, on arrive à un point de non-retour. La lassitude. À votre avis, pourquoi les youtubeurs s'efforcent-ils de plus en plus à créer de la mise en scène dans leurs vidéos? Pourquoi s'efforcent-ils à proposer quelque chose de différent? C'est pour attirer un nouveau public et fidéliser les abonnés fidèles en les surprenant par ce nouveau tournant. Et c'est ça que j'aime et que je recherche dans l'art en général, de la profondeur. Rester cantonné à juste faire plaisir au spectateur en faisant des analyses dans sa chambre ou en parlant de barbecue, sans chercher à faire dépasser son statut, à force, ça ne m'intéresse plus. L'art cinématographique est un médium qui permet de délivrer des messages et des idées. Et ça, il ne faut ni le négliger, ni le délaisser. Notre personnalité se forge à travers les œuvres que nous visionnons. Et évidemment, chacun a ses propres goûts par rapport à ça. Mais quand je vois le nombre de séries policières copier-coller et qui n'offrent que du divertissement, j'en ai vraiment marre. Elementary n'a aucune personnalité et ne cherche pas à aller au-delà. Et c'est tout l'opposé de Sherlock qui a bénéficié d'un travail d'appoint pour satisfaire tout le monde. Rien que le format détonne. 3 épisodes d'1h30 par saison, ce qui lui donne l'opportunité de tenter des choses et de mettre en place son univers. La mise en scène est un décalque de la personnalité de Sherlock et accroît l'immersion du spectateur. Rien qu'un détail important, le fait que ça se passe dans les rues de Londres rend le tout plus dépaysant face à New York, ville qu'on voit dans 90% des productions américaines. Ensuite, il y a énormément d'effets de mise en scène avec les ralentis, les timelapses, les bullet times, le jeu sur les titres à l'écran. Chaque épisode appose des éléments visuels dynamisant le fond et le rythme de la série. Parfois, ils en font un petit peu trop, comme dans l'épisode 1 de la saison 4. Et puis on pourrait croire que la série ne repose que sur des effets de style. Sauf que non. Déjà, tous ces effets ont du sens, vu qu'ils traduisent et reflètent au mieux les déductions d'Holmes. Mais surtout, ils délivrent des idées avec l'image sans pour autant le dire explicitement. C'est ça la mise en scène. L'exemple que j'utilise tout le temps, c'est l'introduction du personnage de Watson. Vous connaissez Mr. Robot? La série où ils sont cadrés comme ça. Ce cadrage si spécial a fait la réputation de cette série. Ce n'est pas là pour rien, cela montre leur position face à la société. Ils sont totalement en décalage face à elle, comme s'ils n'acceptaient pas la réalité, et Sherlock reprend cette même initiative pour présenter Watson. Observez sa position. Il n'est jamais au centre, symbolisant sa place dans l'histoire, mais également son traumatisme. Et comme la société a du mal à accepter les soldats revenus de la guerre, il ne se sent pas à sa place. Il reviendra au centre de l'attention au fur et à mesure grâce à l'impact de Sherlock Holmes. Un travail intelligent sur sa psychologie, à la fois par l'écriture et par la mise en scène. Et ce travail se profilera tout au long de la série, nous permettant à nous, spectateurs, de mieux nous immerger dans les frasques de Sherlock. Nous devenons un acteur actif de l'histoire. Et c'est ça qui est important à mes yeux. Sherlock, ça claque. Et moi je veux bien quand ça claque comme ça. J'accorde beaucoup d'importance sur la mise en scène, car pour moi c'est le reflet de la distinction entre la série anglaise et la série américaine.
Et je regrette vraiment qu'Elementary ait choisi cette optique. Parce qu'avant de parler des personnages et de revenir sur mon erreur, il faut remettre les choses dans son contexte. Sherlock est sorti en 2010 et CBS a senti le filon au vu du succès de la série britannique. Ils ont proposé un remake, ce qui n'a pas vraiment plu aux réalisateurs anglais. Donc, ils ont décidé de faire leur propre version et vu que BBC les a menacés de les attaquer si c'était trop ressemblant, vu que c'était aussi une adaptation moderne, comme par hasard, CBS a donc dû changer pas mal de choses pour avoir une histoire originale et différente des Anglais. Et c'est comme ça qu'on obtient Elementary, avec ses changements radicaux. Ce qui est captivant avec le personnage de Sherlock, ce sont les interactions qu'il a avec son entourage. Il entretient des relations très spéciales au vu de son statut, car ce n'est pas quelqu'un comme les autres. Entre ses connaissances, ses opinions, sa manière d'être et de vivre, il n'a rien d'un être normal pour les autres. Et c'est là que Conan Doyle a eu raison. En mettant Watson dans le rôle du narrateur, il a pu au mieux décrire l'impact de Sherlock sur les autres. On s'identifie à Watson, et comme lui, on est abasourdi par les déductions et surtout par l'attitude d'Holmes. Donc, immersion totale. On retrouve toute l'excentricité du personnage dans l'interprétation de Benedict Cumberbatch. Il possède toutes les caractéristiques du détective, en s'étant bien adapté à son époque. Au-delà de ses spécificités psychologiques, il n'est intéressé que par les enquêtes. Et c'est surtout ce point qui a été retenu, mettant en avant un Holmes complètement dépendant d'elle. Et surtout, prêt à n'importe quoi pour résoudre un mystère. Ce qui a entraîné une évolution ô combien intéressante et choquante vers la fin. Une évolution logique et bien écrite comparée à Johnny Lee Miller. Son interprétation est loin d'être mauvaise. Il endosse d'ailleurs très bien le rôle. Le problème, c'est que la vision d'Holmes va presque à l'opposé de la vision originale. Une initiative que je trouve intéressante et qui pourrait apporter quelque chose d'original. Mais malheureusement, elle possède ses failles. Pour commencer, le côté drogué est clairement assumé. Normalement, pour Holmes, la drogue est un moyen pour mieux réfléchir ou pour s'infiltrer au cours d'enquête. Ici, c'est clairement un ancien drogué, complètement dépendant et qui sort de désintox. Ensuite, Sherlock Holmes est normalement asexuel. Les relations ne l'intéressent pas et ne sont qu'un prétexte pour résoudre encore une fois des enquêtes. Ici, il couche avec des femmes afin de se vider l'esprit. Pas que l'esprit. Autre exemple, il a tendance à être nerveux et à se laisser emporter par ses émotions alors que ses enquêtes ne sont pas forcément personnelles. Ça s'explique par son passif de drogué. Mais avec tous ces éléments, on a affaire à un personnage pas si unique que ça. Il n'a rien d'extravagant et d'aussi excentrique que son homologue anglais, qui n'hésite pas à fouetter un cadavre pour découvrir les circonstances d'un meurtre. Certes, il est farfelu, mais reste un peu plus antipathique que Benedict à mon goût. Mais Sherlock n'est rien sans son acolyte. Et on arrive à la fameuse polémique. Alors, pourquoi j'ai critiqué ça? Ce que je reprochais, c'est la véritable raison de son choix, pas forcément le choix en lui-même. À mes yeux, suite à la menace de BBC, j'ai l'impression qu'ils ont fait en sorte de faire presque l'opposé de la série pour être tranquille et donc faire un changement de sexe pour le personnage. Un choix marketing et non pas artistique. Et puis ils ont évidemment surfé sur le succès des autres séries du même genre avec un duo homme-femme enquêteur, comme dans Castle ou Mentalist. Faire les choses différemment, je suis preneur. Mais il faut que c'est un sens, une véritable raison, cohérence et logique. Dans leur histoire en elle-même, ça passe. Lucy Liu joue très bien le rôle d'ailleurs. Mais quand tu fouilles un petit peu, tu sens qu'il y a un souci. Mais après en soi, c'est pas grave, ça apporte une nouvelle vision, un petit vent de fraîcheur, donc pas besoin de gueuler. Sauf si t'es un fan hystérique de Sherlock Holmes. Et puis au final, entre apporter une nouvelle vision et être fidèle, il faut comme d'habitude faire le juste milieu. N'est-ce pas Gotham? Mais ce que je reprochais vraiment à ce choix et à ce changement, c'est que cela dénaturait le seul personnage majeur féminin de l'œuvre. Irene Adler. Irene Adler, c'est la femme pour Holmes. La seule personne qui lui arrive à la cheville avec Moriarty, voire qui la dépasse. Elle est unique en son genre et n'a rien à voir avec les autres personnages de l'œuvre. Et quand on voit les 3 actrices qui ont endossé le rôle, les Black Beaufs disparaîtront jamais. Acceptez-le. Le traitement du personnage de Watson fait qu'elle est presque constamment supérieure à lui. Holmes est dépendant d'elle avec leur relation tuteur-ex-drogué. Et on réalise que Watson arrive à se démerder toute seule pour résoudre des affaires. Ça approfondit le personnage et lui offre plus d'indépendance. Mais ils sont plus solitaires que solidaires. Le cœur de la relation Watson-Holmes, c'est de montrer qu'ils ne sont rien sans l'autre. Il y a une véritable amitié, un esprit de cohésion qui fait que chacun est là pour l'autre et que l'un ne va jamais nuire à l'autre. Il y a une véritable relation de confiance entre les deux. Dans Elementary, on a l'impression qu'ils doutent en permanence de l'autre. Et de ce fait, on s'attache moins à ces personnages. Leur relation évolue en 6 saisons. Mais pareil, c'est assez lent pour être marquant et pour créer un véritable attachement pour moi. Vous allez me dire, c'est plus subtil avec eux. Et on sent que malgré tout, ils se respectent et ont besoin l'un de l'autre. Mais on a l'impression qu'ils sont bloqués par leur fierté et que c'est jamais visible. À l'inverse de Sherlock, où ils n'ont pas besoin de le dire et le montrent de la bonne manière. Je veux quand même faire preuve de bonne foi. Je trouve que la série s'est améliorée et a approfondi ses personnages.
J'ai passé un moment plutôt agréable, en tout cas pas pire que la première fois. Et puis la série a fait preuve d'audace dans ses changements, dont un en particulier, je compte spoiler, donc faites attention. Je parlais de la grande importance apportée à Watson, qui amoindrit l'impact d'Irene Adler. Et ben, c'est rattrapé par l'idée que Irene Adler, c'est Moriarty. Je trouve cette idée fabuleuse. Déjà parce que c'est vachement couillu, et puis surtout, ça remet Irene Adler à son vrai niveau, c'est-à-dire égal, voire supérieur à Holmes. Là, on a un changement que je trouve réfléchi, intéressant et inattendu. Putain, la surprise quand j'ai vu ça! Il y a des nouvelles visions intéressantes dans Elementary, et même si parfois elles ne sont pas méga originales ou ultra captivantes, elles arrivent à tenir en haleine. Sherlock cumule les personnages secondaires incroyablement classe. On a 3 antagonistes emblématiques qui ont une psychologie différente et qui sont fascinants de machiavélisme. Et c'est grâce à eux que Sherlock va évoluer, car ils vont tous le pousser jusqu'à ses derniers retranchements, et putain que c'est puissant. Et les autres personnages emblématiques de la série sont très bien retranscrits, bref, l'univers de Sherlock est trop cool, mais possède quelques failles. La mise en scène peut parfois tomber dans la surenchère, comme j'ai dit précédemment, ce qui peut donner un côté assez indigeste, vu que ça s'enchaîne de manière très dynamique. La série suit assez fidèlement les œuvres, il y a donc de temps en temps moins de surprises dans la résolution des enquêtes, mais c'est vite rattrapé par les scénaristes qui implantent dans l'adaptation des nouvelles des nouveaux éléments pour renouveler le tout. Mais on n'échappe pas à des histoires qui ne sont pas franchement captivantes, voire même un peu décevantes. Et ce format d'1 heure et demie, j'ai vu pas mal de monde ne pas apprécier, et facilement décrocher. Donc il y a quand même quelques petits points noirs au tableau. Nul besoin de parler de la musique ni du générique, car je risque de me répéter. Mais que doit-on en conclure? Sherlock a une vraie identité, et tente des choses tout en restant fidèle, contrairement à Elementary, qui se donne genre d'apporter une nouvelle version du mythe, mais qui reste bloqué dans une formalité, une banalité qui frustre. Cependant, cette série n'est pas aussi mauvaise que j'ai pu le clamer auparavant. Elle est divertissante, reste cohérente dans ses choix, et ça c'est important, accrocheuse et a du potentiel. Mais pourquoi ne pas viser plus que le simple divertissement? Pourquoi faire toujours plaisir au spectateur sans le surprendre? C'est pas ça le but de l'art en général? De te procurer des vives émotions? C'est pour cette raison que j'ai voulu refaire cet épisode. J'aimerais donner mon avis sur l'influence du public. Qu'est-ce qui fait le succès d'une vidéo sur YouTube, et d'une œuvre en général? C'est la réception du public. Mais il ne faut pas croire que ce dernier a les pleins pouvoirs. Un succès populaire ne veut pas forcément dire gage de qualité. En quoi une vidéo de 1 million de vues est forcément meilleure qu'une vidéo de 100 vues? Pareil pour le cinéma. Ce n'est pas parce qu'un film a récolté 1 milliard de dollars au box-office qu'il est forcément meilleur qu'un autre. Pourquoi? Car l'art est une question de subjectivité. Un film qu'on aime est-il forcément bon? Non. Une série qu'on déteste est-elle forcément mauvaise? Non plus. L'art est un vecteur d'émotion. Il peut nous surprendre, nous énerver, nous faire pleurer, rire. Le public permet surtout de juger le succès d'un film ou d'une vidéo. Et il ne faut pas croire que ce dernier a les pleins pouvoirs sur les œuvres qu'il aime. Si les créateurs devaient suivre les directives des fans, on aurait des œuvres complètement vides d'âme, sans aucun sens, et surtout sans aucune émotion, car c'est justement la surprise qui va faire réagir le spectateur. Les films et les vidéos sont les créations d'auteurs qui veulent transmettre leur vision du monde, et c'est leur opinion sur ce dernier qui va entraîner les réactions aux yeux du public. Évidemment, il y a des films ou des vidéos qui ne sont que des commandes, ou des œuvres qui ne cherchent qu'à faire plaisir le public, mais ce n'est pas ça qui fait avancer le monde. Au contraire, cela ne fait que le reculer. J'en parle assez souvent sur ma chaîne de la réaction du public, notamment dans l'épisode sur Godzilla. Et quand je vois les réactions et les conséquences suite à la sortie de Star Wars 8, la putain de désillusion. On peut ne pas aimer un film, mais de là à harceler une actrice qui n'a rien demandé et qui était fière de participer à cette aventure, à exiger de supprimer le film, et même récemment de demander à en faire un remake? Jusqu'où ça va aller? En tant que créateur, nous nous devons de remercier le public, car c'est eux qui font notre succès. Mais on ne doit pas être dépendant de leur avis et de leur opinion. Nous devons partir sur une unité artistique pour soutenir l'art plus que la popularité, pour ne pas aller à l'encontre de ce dernier. Le succès populaire, c'est une très bonne chose, mais il ne faut pas se focaliser là-dessus. Ne devenez pas ce que les autres veulent que vous soyez, afin de les faire plaisir. Le plus important, ce n'est pas les autres, c'est vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas. Je crois que c'est fini.